Bonjour à tous. Au nom de la commission Finance et Gestion d'actifs, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle table ronde de l'Institut des actuaires, organisée à l'initiative de plusieurs membres, en particulier Richard Deville et Christelle Dieudonné, qui ont souhaité que nous prenions du recul, près de 15 mois maintenant après le premier confinement, pour faire une sorte de bilan de l'impact de la crise, sous un angle un peu technique, mais particulièrement important pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit de mieux comprendre comment la période de forte volatilité financière que nous avons connue en 2020 a impacté l'actif des entreprises d'assurance. Ce n'est évidemment pas la première fois que l'industrie doit faire face à ce type de crise, notamment à même plusieurs crises depuis les 20 dernières années, notamment des années 2008 à 2012, qui avaient laissé un impact profond sur les actifs des assureurs. Mais il nous semble que l'épisode de 2020 mérite une attention particulière pour au moins deux points. C'est la première secousse financière depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, à un moment où ce cadre réglementaire est encore relativement neuf et fait l'objet d'une première revue par le régulateur européen. Mais cette crise de 2020 se distingue également des précédentes crises car elle est totalement exogène au système financier. En effet, c'est une pandémie qui a créé cette crise financière et qui a entraîné une très forte valeur des actifs financiers, suivie d'une hausse tout aussi brutale dès novembre 2020. Au cours de cette table ronde, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Quels impacts de la crise financière sur la gestion d'actifs d'assurance? Quelles solutions pour disposer de plus de manœuvres comptables et prudentielles? Et taxonomie, gouvernance améliorée entre ALM et investissement, quelles mesures permettraient de favoriser l'agilité au sein du processus de gestion des actifs d'assurance? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Lemry. Sandrine Lemry est professeure du CNAM, titulaire de la chaire d'actuariat, présidente du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et vice-présidente de l'Institut des actuaires. Auparavant, elle a alterné entre 17 ans de fonction au sein de l'autorité en charge du contrôle des assurances et 10 ans de fonction administrative sur des sujets économiques et sociaux. Elle a notamment été première secrétaire générale de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de 2013 à 2018. Laurent Clamat-Girand. Laurent Clamat-Girand est aujourd'hui consultant, notamment sur la gestion des investissements d'assurance et la gestion alternative. Précédemment, il a occupé différents postes de dirigeant chez AXA, notamment la fonction de Group Chief Investment Officer en 2011, avec la responsabilité de 600 milliards d'actifs et la mise en place d'une organisation mondiale. Il a été membre de conseils d'administration de sociétés d'assurance et de gestion d'actifs et membre de nombreuses commissions. Et enfin, Boutros Thierry dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, au travers d'expériences dans différents groupes comme Natixis, Allianz, où il était directeur en charge des assureurs pour la France et en charge de la mise en place de solutions d'investissement cotées et non cotées à destination des assureurs en Europe. À l'issue de la table ronde, nous aurons une séance de questions-réponses et je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Nous les poserons à nos intervenants dans la dernière partie de cette session, dans la limite, bien entendu, du temps disponible. Alors, je vous propose qu'on commence avec la première question. Quels impacts de la crise sanitaire sur la gestion des actifs d'assurance? Laurent, pouvez-vous nous faire partager votre constat? Merci, Eleanor. Moi, je dirais que la première caractéristique de cette crise, c'est qu'elle a été plus courte et plus rapide que le délai de réponse moyen des assureurs. Donc, tout le monde, la crise précédente avait été beaucoup plus longue. Si on prend la crise de 2011 avec les souverains, ça avait été violent à la fois sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. Là, on a eu une crise extrêmement courte qui a été jugulée par les interventions des banques centrales et les plans de relance du gouvernement, qui a fait qu'on a juste eu le temps de compter, de se faire peur, et puis de retourner et de s'apercevoir que finalement, Solva 2 avait bien résisté à tout ça, mais dans une période qui a été brève. Alors, compter et se faire peur, on s'est fait peur sur quoi? On s'est fait peur sur allons. Excusez-moi, j'ai un problème technique de batterie. Je dois m'absenter 2 secondes. Pardon. Mes excuses. Direct. Donc, on s'est fait peur. Et il a fallu mesurer, il a fallu compter parce que sur toutes les classes d'actifs, comme les dernières années, on s'était diversifié, il a fallu vérifier où on en était. Et il y a eu un nombre de reporting extraordinaire qui a été mis en œuvre par l'ensemble des assureurs. Et pendant ce temps-là, il y a des opportunités qui se sont créées dans les marchés. En particulier, je pense au marché des corporates sur lesquels
les spreads se sont écartés et très, très vite resserrés à partir de l'intervention des banques centrales. Donc, finalement, relativement peu de gens ont pu bénéficier de ces opportunités. Et je me souviens, par exemple, d'un ancien camarade qui s'occupait de la location d'un assureur, qui se plaignait que dans sa société, compte tenu de la gouvernance, il avait pu acheter simplement 5 milliards de dettes corporate single A à 300 BP de rendement, en faire 5 milliards, alors ils auraient voulu en faire 10 milliards. Mais finalement, assez peu de gens ont pu en faire autant. Ce qu'on a vu également, en se faire peur, c'est qu'on a vu certains marchés déraper, dévisser, et c'était évidemment ceux qui étaient les plus risqués. Je pense en particulier les marchés des leverage jaunes, sur lesquels on a vu les spreads s'écarter, on a vu des valorisations tomber à la casse, et on s'est posé la question si on allait revivre exactement ce qu'on avait vécu avec les subprimes. Pas du tout. Ces marchés sont revenus. Il y a eu relativement peu de défauts. Et au contraire, on a vu toute l'exubérance d'avant la crise, en particulier ce qu'on appelle les cov-like et le fait qu'il n'y avait pas de protection, revenir. Et donc, finalement, on a assez peu souffert, tous collectivement, on a surtout souffert de beaucoup de questions, de beaucoup d'interrogations, et finalement relativement peu d'actions. Une des raisons également, c'est que on était tous quand même relativement couverts, si je peux me permettre. Les couvertures actions étaient relativement fortes, il y avait une peur du fait que ces marchés puissent craquer à un moment ou à un autre. Et donc, on est tous partis relativement avec des bilans qui étaient protégés et plutôt en risk-off avant de commencer la crise plutôt qu'en risk-on. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un plateau. On est sur un plateau sur des marchés qui ont été complètement anesthésiés par les politiques des banques centrales et par les plans de relance. Mais si vous regardez les fondamentaux, vous êtes aujourd'hui avec, aux États-Unis, des spreads sur les parties junk bonds les plus mauvaises, les plus faibles depuis 7 ans. Et vous avez des signes avant-coureurs de choses qui peuvent se passer moins bien que ce qu'on avait prévu précédemment. Je prends un exemple. Si vous regardez la dette senior américaine, les taux de recouvrement que vous obtenez sur la dette non sécurisée senior ont été constatés à 5% au cours de cette crise, contre 45% au cours de la crise précédente. Donc on voit bien que certaines certitudes qu'on pouvait avoir certains actifs peuvent être remises en cause parce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés sur certains actifs. Donc aujourd'hui, on est dans une période, on va dire, intermédiaire où tout va bien sur l'anesthésie, mais on voit des facteurs clairement qui peuvent laisser penser qu'on pourrait avoir à la prochaine crise certaines mauvaises surprises. Et je pense également à l'immobilier, dans ce cas-là où on voit aujourd'hui sur l'immobilier de bureau, on connaît tous les ajustements que toutes les sociétés font sur l'immobilier de bureau, on voit que l'immobilier de bureau à New York qui a chuté 30%. On n'a rien de ça en Europe. Tout va très bien sur le marché de l'immobilier et tout va très bien sur les taux de défaut, mais on voit que de l'autre côté de l'Atlantique, on a des choses un peu plus inquiétantes. Donc, aujourd'hui, c'est clair que c'était un bon test et je pense que Boutros peut compléter un peu ce qu'il a vu de son côté sur ce test qu'a constitué cette crise. Oui, merci Laurent et bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Institut des Actuaires de nous recevoir. Pour compléter le tableau que dresse Laurent, c'est vrai qu'en fait les assureurs sont rentrés dans cette crise avec des allocations très différentes. Donc ça a été un bon test à tous les niveaux pour l'ALM, pour l'allocation stratégique, les aspects tactiques, pour la relation avec les gérants, puisqu'en fait, en 2020, les assureurs rentrent dans cette crise par rapport à 2008 ou 2012, deux autres crises qui ont été citées, avec des allocations beaucoup plus diversifiées que par le passé. On sait que depuis 2012, les assureurs sont diversifiés très fortement sur le crédit, puis ensuite ont eu des programmes très importants sur le non-coté qui vont se poursuivre d'ailleurs, on en parlera peut-être aujourd'hui. Et donc, en tout cas, avec une allocation très différente, une façon de gérer leurs actifs très différente et en effet, une réglementation très, très différente par rapport à ce qui était le cas par le passé. Et c'est vrai que dans les marchés, ce qu'on voit aujourd'hui, on verra ce qu'il advient, mais c'est vrai que les marchés se succèdent entre des périodes de risk-off avec une volatilité assez calme
pas beaucoup de mouvements et très rapidement des phases de risk-on où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de différences de prix entre les actifs. Et donc, les assureurs ont dû traverser cette période de crise avec un bon test pour savoir s'ils étaient capables de maîtriser la volatilité. Sur l'aspect juste solvabilité 2, on sait qu'il y a des assureurs qui ont vu leur ratio de solva baisser drastiquement, qui ont dû besoin de faire des émissions ou trouver des solutions pour régler le problème, même si c'est vrai que les marchés sont revenus très très haut assez rapidement. Gérer donc la volatilité, réussir à prendre des décisions rapidement. On voit que ça a été difficile de prendre des décisions rapidement compte tenu de l'ampleur de la baisse et de l'ampleur du rebond. On a des exemples d'assureurs qui avaient des couvertures. Comme le disait Laurent, les assureurs n'ont pas attendu l'année dernière pour avoir des programmes de couverture, notamment sur la partie action. Le débouclement de ces opérations de couverture a été très compliqué, en général n'a pas été fait, pas seulement pour des raisons de solvabilité, d'éligibilité, mais de capacité en interne à avoir la gouvernance associée pour décider de déboucler ces positions, prendre des profits et peut-être de relancer un autre programme de couverture. Et puis enfin, autre test, le test de la liquidité. Alors en sortie, bien entendu, puisqu'il y a eu des stress de liquidité, mais aussi en entrée sur l'aspect sourcing. Laurent l'a rappelé sur le crédit. Beaucoup d'acteurs souhaitaient éventuellement acheter du crédit, ils n'étaient pas forcément servis, mais c'est aussi vrai de manière plus générale, pas seulement pendant la crise. La capacité de sourcing et aussi de sourcing sur le non-côté, la dette privée, est très important et va faire foi, je pense, dans les prochaines années. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi regarder devant. On a l'impression que cette crise est derrière nous compte tenu des niveaux de marché aujourd'hui, mais ce sera un bon épisode de répétition, je dirais, pour ce qui peut se passer à l'avenir. Et je pense, on va en parler par la suite dans cette heure ensemble, je pense que la notion de gouvernance entre les différentes fonctions de l'assureur, ALM, gestion d'actifs, mais aussi les relations avec les gestionnaires d'actifs, sont devenues de plus en plus importantes. Il faudra trouver des solutions certainement par rapport à ça. Merci. Sandrine, en tant que présidente du conseil de surveillance du fonds de réserve, pourriez-vous nous compléter ces analyses ? Merci Éléonore. Alors, en effet, là aujourd'hui, j'ai parlé avec un peu trois casquettes. Ma casquette de professeur au CNAM, mais là, du coup, je n'ai pas vraiment vu comment les assureurs avaient géré leurs actifs. D'anciens superviseurs, et peut-être ce sera pour les points d'après, mais sur la question là, de l'impact de la crise financière, je voudrais peut-être donner mon expérience de présidente du conseil de surveillance de fonds de réserve pour les retraites. Alors, le fonds de réserve pour les retraites, je pourrais en parler très longtemps, mais je vais essayer d'être courte. Fonds de réserve pour les retraites, c'est un fonds qui est géré pour apporter le rendement des actifs aux retraites par répartition. Les retraites par répartition, leur rendement, c'est la croissance française. Et du coup, il a été mis en place en 2000 en disant on va mettre des actifs avec un abondement régulier pour bénéficier de la diversification des actifs. Donc, c'est un fonds public. Et donc, ça ne ressemble pas du tout a priori à un assureur, sauf que entre l'idée initiale et puis la réalisation, on a mis des dettes ultra fixes à ce fonds de réserve, qui a changé d'ailleurs de dette au cours de l'année 2020, puisqu'il a apporté 5 milliards de fonds dans l'année aux comptes sociaux, et puis il a récupéré 13 milliards de dettes vis-à-vis de la CADES. Mais en gros, donc, du coup, c'est un fonds avec un passif, ultra fixe, sauf quand tout à coup le Parlement décide de le changer, et des actifs. Et moi, en tant que présidente du conseil de surveillance, le conseil de surveillance fait d'une certaine manière les règles prudentielles de ce fonds. Et à ma grande surprise, donc ce conseil de surveillance qui est constitué de parlementaires, de partenaires sociaux, donc il était investi quand je suis arrivée à 54% en actifs de performance, donc 40% d'actions. Il avait fait en 2018 sans moufter, je veux dire, moins 10%. En 2019, ça a fait plus 10%. Et donc, on a affaire à un fonds qui a les moyens de supporter une baisse, donc, et de
prendre des risques. Et donc, on a refait en cours d'année 2020 une allocation stratégique, alors qu'à un moment donné, avec le nouveau passif, on était quasiment en fonds propres qui aurait pu passer négatif. Et donc, on a décidé d'investir, de continuer à investir très fort en action avec un appétit au risque très, très clairement défini, de dire on continue à investir en action parce qu'on a le temps avec nous, mais on est prêt, on sait que l'année prochaine, à 1 an, on a le risque de se retrouver en actif net négatif, donc 8% de chance suivant les modèles. Donc on sait bien que ce 8% de chance, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est beaucoup quand même, de se retrouver en actif négatif. Donc ça, c'est pour illustrer que pour pouvoir investir et prendre des risques, il faut être prêt, faut savoir quelles sont les limites qu'on se donne. Et alors, donc ça, c'est plutôt la partie stratégique. Donc, on a continué, et là, cette année, on n'a pas encore fait, mais on va reprendre une allocation risquée. Alors, ce qui fonctionne, c'est évidemment la diversification. Et l'autre chose, c'est que en tactique, on voit bien que le risque qu'on est prêt à prendre, c'est plus le risque de moins gagner que ce qu'on aurait pu, que le risque d'aller tout à coup de profiter des marges tactiques pour prendre des opportunités sur certains marchés. Donc sinon, avec mon ancienne casquette de superviseur, 17 ans ça a été redit, 17 ans de contrôle des assurances, je dis quand même dire que finalement, Solvabilité 2, on a beaucoup râlé sur ces 39%, puis j'en reparlerai, de choc action, mais on les a vus, donc du coup, c'est pas mal de se poser à l'avance les questions de qu'est-ce que je suis prêt à absorber comme perte pour pouvoir essayer d'aller chercher du rendement. Parce que la contrepartie, effectivement, d'un rendement a priori plus élevé, c'est quand même également un risque plus élevé et des probabilités de perdre. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Vous évoquez justement les 39% de solvabilité 2. On peut maintenant passer à la deuxième question. Quelle solution pour disposer de plus de marge comptable et prudentielle, donc dans les cadres prudentiels actuels? Est-ce que Boutros, vous pouvez nous faire part débuter avec votre analyse? Alors, par rapport à ce que vient de dire Sandrine, c'est vrai que ça fait rêver certainement beaucoup d'assureurs d'avoir une allocation comme celle du fonds de réserve, avec beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de non-cotés. Les assureurs, notamment les assureurs vie, ont un passif très long comme le fonds de réserve, donc pourraient théoriquement se permettre d'investir très différemment. Ils ont des problématiques d'adossement et bien entendu donc les contraintes Solva 2. On voit que l'interdépendance en fait, entre les objectifs financiers, comptables et prudentiels, elle a toujours existé, mais elle est de plus en plus forte, bien entendu, pour les assureurs depuis quelques années. Et l'objectif, en effet, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut soit desserrer ces contraintes, soit faire mieux travailler ensemble ces contraintes-là, financières, comptables et prudentielles. Donc, il y a différents axes de réflexion possibles. Un des premiers axes, ça a été de créer des solutions de gestion pour les assureurs qui intègrent non seulement un objectif financier, mais répondent aussi à une problématique comptable d'adossement pour la duration, par exemple, ou de traitement efficace sur l'aspect solvabilité 2. Donc, on l'a cité tout à l'heure, la notion d'action couverte. Beaucoup d'assureurs ont déjà des programmes de couverture sur les actions et des programmes aussi de couverture sur d'autres types d'actifs, en taux, en devises, et permettent éventuellement de modifier cette allocation stratégique
pour prendre en compte un peu plus de souplesse sur ces aspects-là. Donc ça a été fait sur les actions couvertes, mais très différemment. Laurent pourra aussi en témoigner, mais quand on regarde un AXA ou un Allianz ou des petits assureurs, ils n'ont pas la même façon d'aborder cette notion de couverture. Il y a des gros impacts comptables et pas la même façon d'y accéder. Il y a aussi d'autres classes d'actifs qui ont été développées, notamment sur les actifs non cotés, de dette privée, qui viennent permettre de recréer finalement un substitut aux actifs d'adossement obligataire classiques, un cœur, obligation d'État ou crédit, mais avec un pick-up de spread. Donc la dette d'infrastructure, les Dutch mortgage ou d'autres types de placements privés permettent d'avoir ce pick-up de rendement. Tout le monde recherche du rendement, mais aussi apportent de la duration aux assureurs, apportent aussi un traitement parfois S2 qui est favorable, ou à contrario, donc on laisse une prime d'illiquidité pour aller chercher ce pick-up de rendement. Donc ça, c'est un premier axe, bien entendu, d'optimisation où, dès la phase d'allocation stratégique, on a des solutions qui vont être intégrées par des responsables de l'allocation d'actifs côté financier, mais en discussion aussi avec l'ALM et les responsables Solva 2 pour prendre en compte ces objectifs dès le début de la construction de portefeuille. Et puis, il y a aussi d'autres réflexions possibles pour intégrer des véhicules juridiques qui permettent de dissocier finalement les contraintes, par exemple, financières et comptables. On peut très bien imaginer des structures juridiques qui viendraient encapsuler la diversification cotée des assureurs, où tous les actifs seraient dans un même véhicule, et qui permettrait d'avoir des arbitrages tactiques indépendamment de contraintes comptables, et qui permettrait aussi d'avoir une transparence beaucoup plus forte sur des actifs qui sont plus diversifiés, comme on le disait tout à l'heure, une transparence sur les aspects Solva 2, une transparence sur les aspects aussi ESG ou climat, et donc penser à de nouvelles solutions pour permettre de mieux travailler entre les différentes fonctions de l'assureur qui sont de plus en plus interdépendantes. Mais à ce stade, bien entendu, les différentes stratégies dont je parlais sont de plus en plus employées dans les bilans des assureurs, mais on n'a pas aujourd'hui, je pense, de véhicules qui permettent de gérer, par exemple, une poche de diversification cotée dans son ensemble pour le compte d'un assureur. Merci. Laurent, en tant qu'ancien directeur, est-ce que vous pouvez nous apporter vos constats? Je suis tout à fait d'accord avec Boutros. Je veux dire, pour pouvoir bouger, il faut avoir la place. Pour avoir la place, il faut savoir où on est. Il faut avoir les organes qui vous permettent de bouger. Et vos pieds, en l'occurrence, c'est vos comités, c'est vos relations avec vos partenaires. Le premier partenaire, quand vous êtes investisseur, c'est vos asset managers, c'est votre risque, et tout ce qui est au-dessus, le comité exécutif, le board. Et moi, je suis assez… Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder la gouvernance de certains assureurs et de voir qu'il y a une ALM inflexible. Tous les ans, on part avec une ALM qu'on doit atteindre. Et quand il s'agit de bouger avec l'ALM, par rapport à l'ALM, c'est quasiment impossible. On a défini une feuille de route qui a été validée au plus haut niveau de la société et il n'y a pas les mécanismes en interne pour être capable de bouger par rapport à cette position-là. Alors évidemment, il faut que ça soit encadré, mais je prends un exemple. Être capable d'avoir autour d'une allocation stratégique, une allocation tactique de plusieurs pourcents sur les classes d'actifs, ça permet à la hausse, c'est là où c'est plus difficile, quand il s'agit de diminuer le risque, généralement tout le monde est d'accord, mais prendre plus de risques à un moment sur une classe d'actifs, parce que c'est autorisé par l'allocation tactique qu'on a définie, qui a été validée par tous les niveaux de gouvernance, c'est un point relativement important. L'ALM, c'est un cadre important, mais ça ne doit pas être un cadre complètement fixe. Il faut se rendre compte pendant cette période, et quelque chose dont on s'est aperçu évidemment, c'est que certaines classes d'actifs que tout le monde adorait se sont retrouvées complètement figées, impossible de sourcer le moindre actif sur la dette privée, impossible de sourcer des actifs sur la dette infrastructure. Je prends un chiffre qui vient de France Invest. La dette infra, on a en 2019 investi 1,5 milliard, en 2020, 600 millions dans les fonds, donc divisé par 2,5. À côté de ça, on a levé 2 fois plus.
Donc, les gens ont dit, je vais allouer plus d'argent, mais en réalité, ils investissaient beaucoup moins parce qu'il n'y avait plus de marché. Il y avait plus de marché. Et donc, il y a toujours ce disconnect entre la réalité et les souhaits des gens lorsqu'ils font l'allocation. Et c'est vrai que ces périodes sont assez révélatrices de la possibilité ou pas dans cette classe d'actifs d'accéder aux actifs. Donc, un autre exemple de gouvernance que citait Boutros, c'est lorsque vous faites des couvertures actions, vous sachiez pourquoi vous les faites. Vous les faites pour protéger le résultat comptable, pour protéger la solvabilité. Et est-ce que vous pouvez le déboucler? Dans quel cadre? Quand les profits s'accumulent, vous avez souvent des risques qui vous disent « Ah ben non, 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 on ne peut pas parce que là, tu comprends, la solvabilité, elle est juste. Et donc, il n'est pas question que tu enlèves ta couverture parce que je veux garder le bénéfice de cette couverture sur mon SCR. Et donc, malgré, je comprends ce que tu me dis, mais ça ne va pas être possible compte tenu de tout ce qui se passe par ailleurs. Et donc, c'est important de savoir dans quel cadre on opère et d'avoir fixé les règles à l'avance. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux déboucler une couverture? Comment est-ce que je prends mon profit et comment ça se passe? Et souvent, pour l'avoir vécu, moi, avec des sociétés dans le monde entier, ce n'est pas si simple que ça, parce que le cadre comptable est différent, le cadre réglementaire est différent. Et c'est important que ces choses-là soient fixées en avance. Ce n'est pas dans la période de crise qu'on est capable de faire de l'innovation sur ces sujets-là et de prendre plus de risques, on sait. Donc, si on ne l'a pas fixé par avance et qu'on a les mécanismes qui permettent d'investir, qui permettent de bouger les positions tout en respectant les fondamentaux à long terme, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire pendant la crise. Et donc, ça passe aussi par la relation avec l'asset manager et la compréhension du pilotage de ces asset managers. Moi, je ne crois pas, enfin, Boutros le disait, qu'on puisse avoir des véhicules macro qui puissent gérer. Ces véhicules-là doivent rester à la main des assureurs s'ils existent, mais quelque part, on peut effectivement définir des poches qui permettent dans des véhicules de gérer des risques de taux, des risques actions, avec un traitement comptable plus favorable pour éviter en particulier des impairments suivant les règles comptables. Donc, je pense que oui, la gouvernance est extrêmement importante pour faire tout ça et que ça se prépare en amont. Merci beaucoup. Sandrine, pour reprendre votre rôle à l'autorité de contrôle prudentiel, est-ce que vous voulez compléter cette question? Ah oui, moi, je reprends là, oui, l'ancienne casquette du contrôleur sage qui n'aime pas les risques, dont le métier, c'est de veiller à ce que les assureurs tiennent leurs promesses. Hein. Donc, comment avoir plus de marge de manœuvre comptable et prudentielle pour avoir plus d'agilité, donc plus de rendement. Enfin, l'idée, c'est quand même pas l'agilité pour l'agilité, hein, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure rentabilité des fonds propres ou des meilleurs rendements pour les contrats et pour les assurés, donc pour l'ensemble des stakeholders d'une entreprise. Et là, du coup, je vais peut-être... Solvabilité 2, ça a beaucoup de défauts, mais ça a aussi ça a eu aussi quand même un grand apport et beaucoup de qualité, notamment sur tout ce qui est pilier 2, hein, puisque ce qu'on vient de dire, c'est si on veut faire du tactique, il faut utiliser tout ce qui est le pilier 2 de Solvabilité 2, bien connaître ses risques, mesurer son appétit au risque, avoir des politiques écrites, notamment, ça permet de prévoir plein de choses. Ce qu'on a pu voir dans la crise du Covid, ou quand on fait des exercices de crise, on sait en effet qu'on n'a jamais prévu exactement ce qui allait se passer, mais d'imaginer qu'il puisse passer des choses, ça oblige à penser la façon dont on y répondra et dont on s'y prépare. Donc le côté pilier 2 de Solvabilité 2, c'est de mon point de vue un immense apport pour les assureurs. L'ORSA notamment, avec qui est la façon de dire, bon, Solvabilité 2, ça a été pensé avec des règles assez fixes, mais donnons-nous de la manœuvre pour avoir notre propre approche des risques. Donc le besoin global de solvabilité, de se dire quels sont les budgets de risque qu'on se permet, justement, qu'est-ce qu'on peut réallouer, quelle est la sensibilité à tel type de paramètres, comment ça se passe à 1 an, mais également à 5 ans, sont tous ces instruments qui permettent normalement de mieux gérer ça. Mais c'est vrai que l'agilité ou de se dire, là, de pouvoir se bouger rapidement sur des actifs,
c'est pas forcément, en effet, le métier initial de l'assureur. Et là, du coup, je reprends aussi ma casquette fonds de réserve. Le fonds de réserve, il a été créé en disant, mais si on donne la possibilité à l'État d'investir en direct, il va faire n'importe quoi. Donc, donc le FR n'est pas l'État en direct. Il va avoir envie de soutenir certains acteurs à certains moments. Donc, du coup, le fonds de réserve délègue toute sa gestion. Et donc, il y a des poches, il y a des mandats qui sont donnés par appel d'offres à des gestionnaires. Et du coup, le moyen de faire du tactique, c'est justement avec de la couverture, de l'overlay, et la gestion tactique, elle est faite à côté. Ça, c'était plutôt un peu pour faire écho à ce que disait Boutros tout à l'heure sur les questions d'instruments, de poche, et puis ce que disait Laurent en disant qu'on avait besoin d'avoir des poches bien identifiées. Alors, autre point peut-être que j'avais envie de... Donc, quelle solution pour avoir plus de marge de manœuvre? Déjà, donc, première réponse, c'était utiliser les marges de manœuvre existantes, enfin, prendre de la hauteur par rapport aux règles existantes, hein, c'est notamment donc, pilier 2, fonction clé risque, politiques écrites. Et puis deuxième chose, peut-être parler des FRPS comme exemple, puisqu'avec la loi Pacte, on a dit, bon, on essaye de développer l'épargne retraite et on a dit qu'on devait la cantonner. Et donc, du coup, on a deux régimes prudentiels qui sont en concurrence avec des passifs, enfin des cantons pour chacun d'entre eux, au sein d'une entreprise d'assurance d'une part et les FRPS d'autre part. Et du coup, les FRPS sont peut-être aussi un moyen de dépasser certaines des critiques qu'on adresse à Solvabilité 2 sur l'incapacité effectivement de pouvoir investir dans des actifs risqués quand on a des passifs de long terme, sachant que le cadre prudentiel des FRPS, il a été fait dans de grandes négociations, mais il n'est encore pas complètement suffisant, parce que là, pour le coup, sur la gestion des risques, il est très, très insuffisant. Mais du coup, ça oblige, si on veut faire des FRPS intelligents et bien gérés, à rajouter ses propres... à prendre ce qui est bien dans le pilier 2 de Solvabilité 2, puis de la porter sur les FRPS. Donc voilà, je voulais en profiter pour dire il y a certaines marges de manœuvre dont on voit qu'elles sont en train de se mettre en place sans qu'on puisse vraiment quand même qualifier ça d'arbitrage réglementaire. Après, combien de temps tout ça tiendra Solvabilité 2 est en train de bouger, les FRPS et les fonds de pension au niveau européen, ça peut bouger également, mais donc, dans tous les cas, il faut prendre les systèmes existants et puis remettre les faire siens en ayant une culture du risque et en sachant quelle est l'envie de risque et de rendement de l'organisation qu'on a. Merci beaucoup Sandrine, vous avez répondu à la première question du Q&A posée par Florence sur si selon vous, est-ce que les FRPS constituent-ils une solution pour la gestion financière de l'épargne retraite? Voilà, donc vous avez répondu. On peut maintenant passer donc à la dernière question de cette table ronde. Taxonomie, gouvernance améliorée entre ALM et investissement, quelles mesures permettraient de favoriser l'agilité au sein du processus de gestion des actifs des assurances? Sandrine, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse? Alors, du coup, oui, je vais revenir avec... je ne suis pas une fan complète de Solva 2, notamment sa partie quantitative, mais quand même, c'est vrai que le grand apport de Solvabilité 2, ça a été Alors, ça a supprimé les ratios sur actifs qui ne gênaient pas grand monde, parce que le Solva 1, il n'y avait absolument pas il n'y avait quasiment aucun assureur qui n'atteignait les ratios très très larges qui avaient été prévus par les premières directives sur l'assurance.
Mais ça a obligé et ça a mis clairement sur la table le fait qu'il y avait un risque sur les actifs. Alors du coup, aujourd'hui, ce sur quoi j'avais envie de revenir un peu, c'est le 39%. J'en avais beaucoup parlé là, quand j'étais superviseur. On a beaucoup, évidemment, on s'est remis sur la table en disant c'est ça qui empêche ce truc, ce taux incroyable sur les actions, ça empêche d'investir en actions dans solvabilité pour un assureur. Alors, je voudrais quand même relativiser parce que lors de mon expérience, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a plein de personnes qui n'avaient pas forcément en tête les chiffres, pensaient que 39%, ça voulait dire que quand vous passiez 1 euro d'actifs non risqués à 1 euro en action, ça coûtait 39 centimes de fonds propres. Alors quand on avait regardé à la fois en moyenne et en marginal sur les entreprises d'assurance vie du marché, il s'agit de dériver la formule, le taux de couverture des assureurs par rapport au montant en actions. Alors évidemment, ça dépend de l'endroit où on se passe, de tas de choses, et ça, c'est le truc difficile à supporter de solvabilité 2 que c'est pas du tout linéaire, et du coup, on ne sait jamais, quand on bouge un paramètre, quelle est la sensibilité à ce paramètre, voir quel est le signe à ce paramètre. Enfin bon, sur les actions, on sait bien que si on augmente le taux d'action, on augmente le SCR et on diminue le taux de couverture. N'empêche que finalement, le poids, enfin le coût en fonds propres des assureurs vie, c'est plutôt de l'ordre de 15% à 20% et non pas 39%. Enfin, ça leur coûte, c'est à peu près ce que ça leur coûte. Et en marginal, finalement, ces 39%, ils sont absorbés en partie ces pertes sont absorbées par les provisions techniques. En assurance vie, il y a de la participation bénéfice qui fait que si vous perdez 39% sur une action, il y a une partie qui va de la perte va aller aux assurés, il y a une partie d'absorption par les impôts différés, il y a une partie de diversification. Donc finalement, c'est d'avoir des actifs risqués. Ça coûte moins en taux de SCR que l'impression que donne ce ratio, même si donc ça fait moitié moins, en gros. Par contre, effectivement, ce qu'on a également pu constater, et moi je l'avais constaté, j'avais vu marginalement les assureurs qui commencent à être en difficulté, à avoir des taux de SCR qui se rapprochent de niveaux qu'ils ne veulent pas atteindre, soit pour des raisons de solvabilité, soit pour des raisons de cotation, soit pour des raisons d'appel à l'épargne. Quand on arrive à un certain niveau, la façon la plus facile, en effet, d'augmenter son ratio de SCR, c'est de vendre des actions. Ce qui fait que finalement, fin 2019, il y avait pas mal d'assureurs qui avaient vendu beaucoup d'actions et qui se sont moins pris la paume que de 2020 que de mars, et ont pu racheter aussi courant avril. Alors, autre chose, pardon, sur ce 39%, si je continue, c'est également les assureurs qui sont en modèle interne, eux, le 39, ils le calculent eux-mêmes, et effectivement, ce n'est pas forcément du 39, et changer le 39 en 22, ce sera utile, mais ce ne sera pas la réponse pour permettre à l'assurance vie d'investir en actions, même si ça peut aider. Voilà. Et puis, alors, peut-être dernière chose, puisque quand même, c'était des questions sur qu'est-ce qui permet de mieux gérer les actifs d'assurance, c'est les questions de taxonomie. Donc, les questions ESG aussi sont vraiment très importantes maintenant sur comment on finance la transition écologique. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu à part. Donc là, on assiste à un corpus de règles qui arrivent et qui vont nous permettre de faire converger un peu tout ça et de prendre ce risque au sein de la gestion d'actifs. Merci. Merci beaucoup. Sandrine, justement, Laurent, est-ce que la taxonomie pourrait favoriser à ce jour l'agilité des assureurs, selon vous? D'abord, je vais prendre mon ancienne casquette à l'époque où j'étais en face de la CPR avec mes camarades pour expliquer que
un assureur ne fonctionne pas avec un fonds propre, mais dans ses calculs en interne, on ne calcule pas sur 100% de la marge solvabilité, mais parfois jusqu'à 200. Et donc, on peut diviser par 2, mais quand on multiplie par 2 de l'autre côté, on revient au premier problème. C'est la réalité aujourd'hui. Quand vous êtes un assureur coté, vous ne fonctionnez pas avec 100 de fonds propres. Vous fonctionnez entre 150 et 200. Et c'est vrai que le sujet action ne passionne que les Français. Essayez de bouger les Allemands sur ce sujet-là, ils n'en ont strictement rien à faire. Il n'y a que les sujets de taux qui les intéressent. Néanmoins, c'est sûr que toute la réglementation autour des actions, et en particulier ce qui va arriver aussi au-delà de Solva 2, c'est-à-dire IFRS 9, avec le passage, avec les deux options, soit on passe tout par le compte de résultat, soit on passe uniquement les dividendes, vont avoir un impact significatif sur la gestion d'actions. Je connais des pays tout entiers qui vont passer uniquement sur des actions de type value, parce qu'ils vont passer que le dividende en résultat. Tout le reste va passer par fonds propres, et c'est clair que le jour où les marchés value se retournent et passent à la baisse, il va y avoir des impacts importants pour eux. Donc, pour revenir à la taxonomie, c'est vrai que cette crise a été un accélérateur et a coïncidé avec l'arrivée d'un certain nombre de réglementations qui font qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'aller lever de l'argent sans parler d'ESG, et pas un peu, quasiment à tous les étages. Vous devez parler de l'ESG dans les sociétés dans lesquelles vous investissez, de l'ESG chez vous. Et donc, on a une accélération qui se caractérise avec un nombre de nouveaux sigles qui sont arrivés au cours des dernières années. On a commencé par TCFD il y a quelques années en termes de reporting sur le climat. On a eu le SFDR en 2020, Sustainable Financial Disclosure Regulation, qui a mis la pression sur les asset managers en termes de disclosure. Avant ça, en France, on a vu l'article 173 qui avait dit « Messieurs les assureurs, vous allez gérer vos portefeuilles à 2 degrés, et si vous n'y arrivez pas à expliquer avant que ça soit en place. » Et la taxonomie est un élément supplémentaire qui se rajoute dans ce dispositif. Quelque part, aujourd'hui, on est encore dans l'enfance à essayer de comprendre comment la taxonomie va changer la façon dont on gère les actifs et également changer l'offre. Pour l'instant, on est encore au départ. Pourquoi on est au départ? Parce qu'on a aujourd'hui une nomenclature qui vous dit par activité comment les actifs vont être green ou pas, en particulier. Mais aujourd'hui, quand vous avez une société pour savoir si son émission qualifie la taxonomie et l'ensemble de votre portefeuille, moi, j'ai vu encore aucune communication. Tout le monde est en train d'essayer de voir comment raccrocher à la taxonomie les actifs de son portefeuille et ceux dans lesquels on peut investir. Néanmoins, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut penser qu'avec le temps, on va avoir plus en plus d'émetteurs qui vont se coller à cette taxonomie. On a vu au cours des dernières années la croissance du marché des green bonds, où on a eu à la fois des principes qui ont été mis en place avec les Green Bond Principles. On a vu des émissions qui sont passées de 42 milliards de dollars en 2015 à 259 en 2019. Donc, on a vu un marché augmenter. On a vu les corporates augmenter. Et chacun a pris du côté des assureurs des engagements d'avoir des portefeuilles qui soient de plus en plus green et qui soient de plus en plus… mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste quand même relativement marginal. Quand on regarde les engagements des uns et des autres sur les portefeuilles green qu'on va avoir, on est sur quelques pourcents. Je pense que les héros sont à une dizaine de pourcents. Donc, on voit que le temps que ça va prendre à ce que des parties significatives de portefeuille passent sous la taxonomie et passent à des dizaines de pourcents à majoritaire dans les portefeuilles, ça va être extrêmement, extrêmement long. Je vais prendre quelques exemples. Tous les États n'émettent pas aujourd'hui de green bonds. Moi, je me souviens, j'ai participé à un rapport il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau européen, où on a suggéré que tous les États émettent des green bonds, ça nous a été refusé. Donc, on voit bien l'ambivalence des politiques qui sont green, mais quand il s'agit d'appliquer à leurs propres émissions, tous les États, on a eu un veto au niveau européen pour mettre ça comme proposition. Donc, c'est un exemple. On voit aujourd'hui que les rendements qu'on peut avoir sur les actifs, sur l'énergie renouvelable, sont relativement bas. Aujourd'hui, si vous investissez dans l'énergie renouvelable en equity, vous allez trouver des rendements qui sont, à moins de prendre un risque de construction important, vous allez avoir des rendements qui vont être plus proches de 5% que 10%.
Donc, même si la charge en capital est réduite, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est pénalisant sur les rendements des assureurs. Et vous êtes obligé, pour avoir des rendements, soit prendre du risque opérationnel, soit d'aller dans d'autres juridictions pour aller chercher du rendement. Donc, on voit bien qu'au-delà des bonnes intentions et au-delà de la diversification que ça peut amener, on est encore dans le balbutiement pour en faire quelque chose qui soit complètement mainstream, même si tout va dans la même direction, tout va vers pousser plus d'actifs green, taxonomie. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est qu'on voit qu'en Europe, au moins, la partie sociale a pris le relais, en particulier tout ce qui est diversité. Que les législations qu'on a aujourd'hui en Europe pour promouvoir la diversité, en particulier hommes-femmes, c'est quand même le premier sujet qui est sur la table, font qu'aujourd'hui, on ne peut pas se désintéresser du sujet et que c'est aux assemblées générales des compagnies, c'est dans les appels d'offres que vous faites, où vous demandez à votre gérant d'actifs, est-ce que dans ton comité, tu as 50% de femmes ou pas? Et c'est un sujet que la finance ne peut pas ignorer aujourd'hui et qui se répercute dans toute la société. Donc, on voit que la crise a accéléré tout ça. On voit que les engagements sur le plan de relance avec 30% de la commission en actifs, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à faire matcher l'offre et la demande, mais ça va prendre encore des années. Merci beaucoup, Laurent, pour toute cette analyse. Boutros, est-ce que vous pouvez compléter avec la vôtre, s'il vous plaît? Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Laurent quand il parle de biais sectoriels, par exemple, sur des stratégies qui pourraient répondre à des problématiques IFRS, aller chercher du dividende. Si on regarde l'univers des fonds ISR, et c'est vrai que la pression accrue sur les assureurs pour aller verdir, on va dire, leurs actifs, il y a aussi des biais sectoriels énormes. Hein. Donc, très rapidement, ce qu'on a vu l'année dernière, en 2020, une excellente année pour les fonds ISR. Pourquoi? Sans faire de raccourcis trop rapides, la plupart des fonds ISR étaient sous-pondérés énergie, surpondérés sur la tech en 2020. Donc, ça a été une très belle année. Et on a vu qu'en début d'année 2021, quand il y a eu une rotation sectorielle et de style, le rebond de l'énergie, la sous-performance de la tech, il y avait à l'inverse beaucoup de sous-performance de ces mêmes fonds. Donc, c'est vrai que le fait d'aller modifier son allocation par rapport à des problématiques ISR, il faut aussi voir la notion de risque, de suivi des risques. Et pour parler de taxonomie, peut-être un élément complémentaire par rapport à ce qui a été cité, on sait que les assureurs doivent désormais faire des tests de résistance. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé par la Banque de France de commencer à mettre en place des tests de résistance climatique. Ça va être complexe. Il n'y a pas encore de méthodologie très précise, hein, même si la Banque de France a donné un cahier des charges. Nous, ce que l'on fait pour des assureurs, mais d'ailleurs aussi pour d'autres types d'investisseurs, c'est de mettre en place des stress tests climatiques qui vérifient le comportement des actifs en cas de changement de perception du marché sur l'urgence climatique. On sait très bien que le risque climatique, c'est des risques qui se mesurent à 50, 60, 70 ans ou même plus. En revanche, on sait bien que s'il y avait une taxonomie verte qui était votée au niveau européen, ça aurait des impacts très forts sur les actifs, notamment aussi en France, quand on sait la taille d'actifs des assureurs dans l'épargne française. Et les stress tests que l'on met en place montrent qu'il y aurait un repricing très, très rapide sur les actifs verts. Les autres actifs qui sont obligataires ou actions diversifiées sont par nature assez équilibrés d'un point de vue sectoriel, donc ils ne réagiraient pas forcément trop négativement à ces tests de résistance, mais les actifs verts pourraient prendre jusqu'à 15, 20 ou 30% en quelques mois s'il y avait cette prise de conscience du marché. On ne sait pas si elle arrivera bientôt ou pas, mais la taxonomie pourrait justement avoir des incidences à court terme sur les prix des actifs, notamment les actifs verts. Et puis pour conclure, sur l'aspect gouvernance, oui, bien sûr que la gouvernance améliorée entre fonctions, par exemple ALM et investissement de l'assureur, peuvent permettre d'avoir plus d'agilité. Sandrine a parlé du FRPS. Il y avait un sujet qu'on avait décidé d'évacuer pour cette heure ensemble, quand on a préparé tous ensemble, c'était ouvrir le sujet des différents types
de produits d'assurance qui pourraient être développés, l'euro-croissance, des fonds en euros illiquides ou d'autres types de choses. Donc, on n'ouvrira pas ça aujourd'hui, mais le FRPS, tout comme les autres types de produits d'assurance, sont intéressants. Mais on voit bien que les passifs d'assurance sont des passifs assez stables, que les assurés, ceux qui investissent en assurance vie, par exemple, les Français sont très attachés aux fonds en euros. Et même s'il y a depuis quelques années beaucoup de flux négatifs, on voit que c'est marginal à l'échelle de l'assurance vie en France. Et donc, pour la faire courte, les passifs ne vont pas changer en quelques mois ou en quelques années. Ça prendra du temps. Le FRPS, oui, ce n'est pas un produit. J'ai vu la remarque dans le chat. Mais c'est un cadre qui permet de modifier finalement la façon dont les assureurs vont pouvoir développer leurs produits d'assurance dans le cadre du FRPS sans Solva 2. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des modifications dans les prochaines années des produits d'assurance et beaucoup de réflexions qui sont à l'œuvre et qu'elles seront possibles que si l'ALM discute avec l'investissement, discute avec les gestionnaires d'actifs quand il y a un gestionnaire d'actifs qui est aussi en prise en compte dans la réflexion avec les assureurs. Et ce sera indispensable pour créer de nouveaux fonds en euros, indispensable aussi pour créer de nouveaux produits en UC et aussi, ce qu'on commence à voir, des produits hybrides qui mélangent les fonds en euros et les UC. Donc la gouvernance améliorée, elle ne sera possible que s'il y a beaucoup plus d'interactions entre des équipes qui parlent de plus en plus aujourd'hui, mais qui étaient plutôt silotées dans les 15 à 20 dernières années au sein des compagnies d'assurance. Merci beaucoup, Boutros. On va pouvoir passer maintenant à la série de Q&A. Merci à tous les participants qui ont posé leurs questions. N'hésitez pas à compléter si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions. Du coup, on peut commencer par deux questions de José. Donc, première question. Les assureurs sont très contraints par S2, 0,5% de chance de ruine, contre 8% pour le FRR. Cela n'explique-t-il pas l'approche limitée des assureurs? Bon, c'est clair que Sandrine a raison, les gros assureurs, la réforme du 39% ou pas sur les actions n'a aucun impact sur eux. Hein. C'est ce que j'expliquais à chaque fois que je voyais des gens qui me disaient « mais pourquoi tu ne pousses pas plus pour avoir 39% ?» Parce que moi, ça ne change strictement rien. Les actions stratégiques, ça ne change strictement rien, puisque ça ne change pas la volatilité de mon portefeuille action, si je n'arrive pas à le démontrer. Par contre, la limite du 0,5% et l'horizon temporel change tout. Ensuite, ça, c'est une boîte que personne ne veut rouvrir, avec toutes les implications qu'elle a, mais c'est clair que c'est une des contraintes principales d'avoir un horizon temporel défini à 1 an avec l'intervalle de confiance qui est demandé. C'est un choix fort qui a été fait au début. Donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout il n'y a personne qui veut rouvrir ce débat qui est structurant. Peut-être juste préciser que le fonds de réserve, il n'a pas une norme prudentielle à 8%. Hein. C'est juste, on a mesuré ça et finalement, le fonds de réserve, il peut faire ça également parce que son passif, il est fixé par la loi dans la limite de son actif. Donc, ça ressemble vraiment à un fonds de pension avec sponsor support de la part de l'État, ce qui aide à pouvoir assumer une perte. Donc, on est quand même des... Mais en effet, l'horizon à 1 an... Quand on voit ce qu'on peut faire avec des modèles, je ne vois pas très bien comment on pourrait définir un horizon à 20 ans et des normes prudentielles basées sur des modèles avec des horizons à 20 ans non plus. Donc, c'est vrai que tout ça est pas évident. Après, je veux juste dire qu'au départ, hein, le Solva 2, ça n'avait pas été fait non plus pour dire vous devez toujours être au-dessus de 100% ou entre 180 et 220 si vous êtes un gros assureur. Et le système a été totalement dévoyé de ce point de vue et je ne sais pas comment on pourrait le remettre un peu pour ça. Il faut notamment se souvenir que dans Solvabilité 2, il est prévu que le EIOPA puisse dire pendant 7 ans, on peut être en dessous de 100 dans des circonstances extraordinaires, on peut avoir
être en dessous de 100% de couverture de SCR. Alors évidemment, personne, les superviseurs les premiers, n'a envie que les entreprises se retrouvent à des niveaux de SCR de la sorte. Mais C'est impossible quand tu es coté. ouais. Donc, d'où le problème des actifs cotés et de la comptabilité des actifs cotés, qui est une autre manière aussi d'aborder éventuellement ce sujet. Et outre la solvabilité, c'est le cadre de liquidité qui est quand même plus favorable pour le FRR. Il y a une liquidité contrôlée, même si c'est vrai que dans l'histoire du FRR, l'horizon a changé en fonction de ce qu'on attendait du FRR. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question de José, c'est avec les normes IFRS, les assureurs cotés ne sont-ils pas obligés de passer les plus ou moins values de l'actif, donc valorisé en juste valeur, en résultat? Et n'est-ce pas une limite pour les assureurs? Pas tout à fait exact. Hein. On ne prend pas l'ensemble, on passe en bilan l'ensemble des variations de valeur, net de PV, net de taxes, net d'impôts, mais en compte de résultat, on prend que les plus-values réalisées, plus ou moins values réalisées, les dépréciations durables et les dividendes. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation de prendre, enfin, les normes comptables ne font pas prendre l'ensemble des variations en compte de résultat. Ça sera le cas avec IFRS 9, si on ne prend pas l'option de reconnaître uniquement le dividende. On a un choix, soit on prend que le dividende en compte de résultat, soit on prend tout. Et effectivement, tout prendre, certains assureurs ont jugé que c'était insupportable, malgré l'absorption par le passif possible, partielle, avec les nouvelles règles comptables. Et je dis, le marché belge, tous les assureurs belges, par exemple, ont décidé de ne prendre que le dividende en compte de résultat, avec les biais que je décrivais. Et certains gros assureurs français, que je connais aussi, vont le faire. Et aujourd'hui, non, on a cette chance. Enfin, on a uniquement les dépréciations qui viennent impacter le résultat en plus des plus-values. On a eu tout ce débat au moment de la crise sur comment on calcule une dépréciation durable. Hein. On a eu quand même un caractère artistique de la prise en compte par certains assureurs qui ont apprécié comme étant temporaire certaines pertes de valeur à 75%. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on est sur des moins 20% généralement, avec 6 mois, 12 mois, suivant les uns et les autres, mais ça pourrait être effectivement pire avec les nouvelles règles comptables. Et ça pénalisera les actions, et ça favorisera encore, dans les limites de la solvabilité, les actions non cotées. Merci Laurent. Donc une question de Hervé. Laurent et Boutros, donc vous avez parlé de la rapidité de la crise financière, hein, la lourdeur de la gouvernance des assurances, qui a pu empêcher certains acteurs d'investir au moment où il fallait, ou bien de déboucler certaines positions de couverture. Donc c'est effectivement des contraintes ALM et comptables qui ont pu jouer. Et voilà, quelles seraient vos recommandations pratiques au-delà d'une meilleure coordination entre investissement actuariat, ALM et comptabilité, ou des stress tests, comme l'indiquait Sandrine? Est-ce qu'il y a des recommandations pratiques en sus que vous pourriez nous accorder? On a déjà parlé de pas mal de choses hein, pendant cette heure-là. Outre en effet la gouvernance améliorée, le premier élément qu'a cité Laurent, c'est pour pouvoir agir, avoir une vision déjà précise de quelle est l'ampleur de la tâche. Et c'est ça qui a été compliqué fin mars, c'est que les assureurs qui n'avaient pas forcément un système d'information adéquat, n'avaient pas forcément les informations adéquates de leurs différents gestionnaires, sachant qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui de gestionnaires qu'il n'y en avait par le passé au sein des assureurs. C'était difficile de prendre des décisions sans avoir une vue précise de là où on se trouvait d'un point de vue Solva, là où on se trouvait d'un point de vue comptable, du niveau de risque, des corrélations entre actifs, sur des classes d'actifs qui étaient elles-mêmes beaucoup plus complexes. Donc, ce point-là a été cité. Et puis après, en termes de recommandations, avoir une bonne interaction avec ces différents gestionnaires et se donner une gouvernance et, comme je le disais, une structure juridique adaptée pour éventuellement faire des choix tactiques.
même si voilà, les assureurs ne seront pas, par la magie juridique ou la magie de la gouvernance, ne deviendront pas des acteurs de l'investissement opportunistes qui changeront leur book du tout au tout en quelques semaines en fonction des évolutions des marchés financiers. Non, pour compléter ce que dit Boutros, il faut que vous sachiez où vous en êtes, c'est-à-dire que vous connaissez vos sensibilités, vous êtes capable de mesurer une fréquence supérieure à la ratés de compte, certains éléments comptables. Donc, tous les combien est-ce que vous êtes capable de mesurer vos appréciations durables sur vos portefeuilles actions? Vous avez un groupe international avec des filiales dans le monde entier. Est-ce que vous avez une base d'actifs consolidée qui vous permet de faire ça? Est-ce qu'il faut attendre que les comptables aient fini leur arrêté fin juin pour avoir une première idée? Donc, suivant la mesure que vous avez, la fréquence, vous savez où vous en êtes, vous savez pas où vous en êtes, et vous êtes capable de mesurer sur les aspects compta, solva. Et ensuite, il faut que la machine soit prête à bouger et donc vous ayez dans les leviers dans votre gouvernance pour être capable de prendre des actions, comme disait Sandrine, souvent par des dérivés, parce qu'on ne va pas bouger des portefeuilles obligataires aussi facilement. En période de crise, de toute façon, pendant les vraies crises, on ne peut rien vendre. Pas de liquidité. Les marchés obligataires sont totalement fermés, à part les gouvernements, à part les actions, les obligations d'État, les actions corporate, même de bonne qualité, dans les vraies crises, sont complètement fermées. Et on ne parle pas, là, quand on descend sur des classes de crédit corporate, below investment grade, là, c'est quasiment pas impossible de trouver qui que ce soit, en tout cas à des prix raisonnables. Donc, sachez où vous en êtes, mesurez le plus souvent, connaissez vos sensibilités et ayez le dialogue en interne avec les différents acteurs de la chaîne pour être capable de bouger et de regarder les opportunités de marché. Ce qui m'a toujours fait sourire, c'était la dichotomie entre les gérants d'actifs et les assureurs. Je voyais souvent les gérants d'actifs qui me disaient « Mais Laurent, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes incapable de bouger ». Les gérants d'actifs, à chaque fois qu'il y a une crise, ils voient une opportunité. Donc, la dernière crise, tout le monde, vous venez vous voir avant en vous disant ça va être le grand moment de la dette distress. Non, ça n'a pas été le grand moment de la dette distress, il n'y a pas de défaut, il y a des zombies compagnie partout dans le monde. Et puis, moi, j'en veux pas de la dette distress, c'est trop risqué pour moi. L'appétit de mes dirigeants au moment où ça ne va pas bien, ce n'est pas d'aller prendre des machins qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il faut savoir les limites dans lesquelles on opère et avoir ce bon dialogue avec les gens qui sont capables de vous amener des idées qui ne soient pas trop loin de votre ADN. Merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre la dernière question adressée par Pierre et ensuite on passera à la conclusion de cette table ronde. Donc Pierre, le dernier rapport de l'IEA dit clairement qu'il faudrait arrêter dès maintenant d'investir dans la recherche et l'exploitation de nouveaux gisements fossiles. Les assureurs sont-ils prêts à sortir des énergéticiens? Et ils sortent déjà, hein. Alors pas les énergéticiens, parce qu'il y a différents types d'énergie, mais les énergies fossiles, il y a eu beaucoup de communication, mais pas seulement, de gros assureurs et aussi de plus petits qui ont décidé de diminuer fortement leur exposition aux énergies fossiles. Le ratio qui est utilisé, c'est 10% de l'activité de l'énergéticien dans le bilan global de la société, et certains descendent même à 5%. Donc, il y a déjà un désengagement assez fort hein, sur tout ce qui est énergie fossile. Peut-être pour rajouter là-dessus, il y a aussi d'autres types d'actions que de voter avec les pieds en sortant. C'est aussi il y a des groupes d'investisseurs qui, du coup, en étant ensemble, ont des milliers de milliards et sont des actionnaires de référence. Et donc, du coup, ont une action sur les 180 plus gros émetteurs de carbone du monde qui doivent émettre à 180-80% du carbone aujourd'hui. Donc, le côté groupement d'investisseurs peut bien marcher. Je vais compléter ce que dit Sandrine. Moi, j'ai beaucoup poussé quand j'étais CIO d'AXA aux actions collectives. Et j'étais un grand fan toujours, en particulier de Climate 100. Et j'ai signé des lettres moi-même à certains PDG de grandes boîtes pour leur demander ce qu'ils faisaient pour le climat dans ce forum où vous mettez ensemble les plus gros investisseurs avec des moyens qui sont mis autour pour accompagner et pas poser uniquement des questions, on va dire, complètement cons sur qu'est-ce que vous faites pour baisser, mais être un peu plus intelligent. Quand vous signez une lettre, vous essayez d'être un peu intelligent et vous montrer que vous connaissez le secteur.
Et ces actions collectives, effectivement, on voit aujourd'hui que les AG des énergéticiens sont assez compliqués. Hein. Les résolutions d'émissions pour le futur d'exploration, monsieur, au moment de la COP 21, des actions contre Exxon qui étaient complètement, qui était poursuivi par des activistes américains parce qu'ils estimaient que les disclosures qu'ils avaient sur les scénarios climat et la valorisation de leur stock étaient complètement irréalistes. Aujourd'hui, on a vu, j'ai cité un Total qui a complètement changé sa politique. Et si vous écoutez M. Pouyanné, moi j'ai entendu au cours des 10 dernières années, l'évolution de son discours a été quand même assez radicale. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir. Moi, j'étais un grand fan de sortir, et c'était un gros débat lorsque vous faisiez des actifs américains, tout ce qui était shale gas, schiste bitumineux, de sortir complètement de l'énergie fossile. Aujourd'hui, le monde n'est pas un monde qui est un monde 1,5. Quand vous regardez l'ensemble des industries, des portefeuilles dans lesquels on peut investir, c'est impossible. Si tout le monde investit sur des portefeuilles 1,5, eh ben, il n'y a plus assez d'actifs pour tout le monde. On va avoir une bulle qui va augmenter de manière considérable. Et donc, c'est un mélange de certaines exclusions de type charbon, mais faire bouger aussi les pétroliers, faire bouger leurs plans. Et oui, le rapport qu'on a vu dit qu'il ne faut plus d'exploration, etc. Mais tout le monde a reconnu que ça va être quand même un peu compliqué de l'appliquer complètement aujourd'hui. Donc, on voit bien que le chemin est extrêmement important entre là où on est aujourd'hui et aller vers un monde 1,5 degré, et qu'il faudra trouver d'autres solutions que simplement arrêter l'exploration dès aujourd'hui, parce que ce n'est pas réaliste complètement, mais on peut pousser les groupes à bouger. Merci beaucoup. Du coup, nous allons laisser la parole à Pierre-Henri Floquet, le président de la commission gestion d'actifs de l'Institut des actuaires, pour conclure cette table ronde. Merci Éléonore. Quelques mots pour clore cette table ronde très riche, en effet. Mes excuses pour l'absence d'image, parce que ma connexion Internet a des faiblesses aujourd'hui. Bon, je pense qu'un consensus a émergé dans la discussion pour dire que 2020 a constitué un test sérieux, mais finalement plutôt réussi pour la solidité du cadre prudentiel et de gestion de risque des compagnies d'assurance. Bon, tout n'est pas parfait pour autant. Les dernières années ont vu que les assureurs utilisent davantage de classes d'actifs et que la notion d'actifs de performance a pris une importance croissante. Dans ce contexte, c'est clair que la gestion en risque de portefeuille devenu plus complexe nécessite sans doute plus d'agilité, y compris en période de forte volatilité de marché. Mais, et il y a un mais, c'est probablement sous certaines conditions. Nos intervenants ont notamment mentionné une gouvernance et un reporting adapté, un niveau de solvabilité suffisant, une cohérence avec Enfin, l'arrivée de la taxonomie verte est un développement bienvenu qui ouvre la perspective d'une clarification pour les assureurs pour leur permettre d'intégrer des critères environnementaux à tous les niveaux du processus d'investissement. Voilà, je crois qu'on va conclure parce qu'on a un peu dépassé le temps qui était alloué à cette discussion. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette table ronde et d'y avoir contribué par vos questions. Je remercie également en votre nom les 3 intervenants et notre modératrice pour nous avoir aidés à couvrir ce sujet complexe et je crois en tirer des enseignements très utiles pour nos pratiques professionnelles. Bonne soirée à vous et à bientôt pour un prochain événement de l'Institut des actuaires. Merci, très bonne soirée. Merci. Bonjour à tous.